Il y a quelques jours, la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud tenait un important colloque sur le transport en général, de matières, de personnes. Et le président, directeur général, était avec nous il y a quelques heures pour parler de cet événement. On vous présente l'entrevue tout de suite. Jean-François Lévesque, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, toujours un plaisir. Réciproque. Pourquoi Jean-François Lévesque est là aujourd'hui? Parce que vous avez tenu la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, dont vous êtes le président-directeur général, un important événement. Il y a quelques jours, le 27 avril plus précisément, ça se passait à Brossard, un méga colloque sur le transport. Pas juste le transport en commun, le transport collectif, le transport en commun, la mobilité. Le transport commercial, c'était quoi l'idée de tenir cet événement-là? En fait, ça ne s'est pas tenu à Brossard, on l'a tenu à Sainte-Julie. Oui, c'était ça, c'était au club de golf de Sainte-Julie, mais c'était dans les mêmes eaux, avec les mêmes thématiques. Ouais, pour le reste, on est OK. Pour le reste, c'était pas pire. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, on était au club de golf, Vallée du Richelieu. Voilà. Et puis, l'idée, puis on fait ça 2 fois par année, des grandes rencontres stratégiques où on se donne un peu plus de temps pour réfléchir sur des enjeux de fond. Donc, c'est sûr que le transport, c'est une figure imposée sur le territoire. Peu importe les enjeux desquels on parle, on finit toujours par parler de mobilité d'une façon ou d'une autre. Puis ce qu'on s'était dit, c'est que ça valait la peine justement d'aborder les enjeux de transport de marchandises, de transport de personnes. Le spectre était large en termes de couverture. Exact. Je regardais, vous avez eu, je pense, 3 ou 4 ateliers durant la journée qui ont réuni des personnes ressources impliquées soit dans le transport en commun, soit dans le transport de marchandises, le transport collectif. Votre premier atelier, c'était le transport, qui est un levier économique et de développement. On le sait un petit peu. Tantôt, juste avant l'entrevue, on parlait de l'autoroute 30 et on y reviendra peut-être à la fin. C'est sûr qu'on va y revenir. C'est sûr qu'on va y revenir. Alors, vous aviez quand même des personnes ressources qui n'ont pas hésité à parler de ces enjeux-là économiques. Puis on le sait, il y a beaucoup de transport qui se fait dans la Grande Rive-Sud, en Montérégie. Voilà. Puis on a 2 projets importants, évidemment, qui génèrent déjà de l'achalandage, qui vont en générer davantage. Donc, le projet du terminal Contrecœur du port de Montréal. Il y a un projet à Contrecœur. Il y a un projet qui s'en vient, qui est déjà démarré. Donc, les travaux avancent bien. Et il y a évidemment le MET, l'aéroport métropolitain de Montréal, qui entre en fonction dans quelques semaines à peine. Le 15 juin de mémoire. Exact. Et puis, ce qu'on voulait voir, c'est un peu l'arrimage entre ces différents projets, puis l'impact potentiel qu'ils auront sur l'achalandage déjà existant sur la Rive-Sud. Donc, on avait un représentant du MET, un représentant du port, et on avait complété le panel avec un représentant de l'entreprise Alstom, dont le siège social est à Saint-Bruno, donc littéralement à côté de l'autoroute 30. Et ce qu'on voulait voir, c'est vision d'ensemble des grands projets et pratiques exemplaires également là, pour structurer ces projets-là de façon efficace. Oui, puis on sait que quand on parle encore de l'autoroute 30, ça va avoir un impact à partir du port de Contrecœur, à partir effectivement de l'aéroport de Le Met à Saint-Hubert. Alors, il va y avoir du trafic un petit peu sur l'autoroute 30. On y reviendra tantôt sur la priorité. Votre deuxième atelier, c'était sur une vision à long terme, je crois, les tendances logistiques. Oui, on a fait une session là-dessus. Donc, tendance logistique sur le transport de marchandises. Ce qu'on voulait voir, c'est la situation existante. Donc, on avait 2 représentants d'entreprise. On avait la directrice de IKEA Boucherville. Cargo. Exactement. Cargo M, qui est la grappe industrielle du transport de marchandises. Et on avait également quelqu'un de chez Cascade. Donc, on avait les 2 points de vue d'entreprise, puis on avait le représentant de l'industrie qui était sur place pour faire un constat, en fait, de la situation actuelle. Puis ce qu'on nous a confirmé, c'est justement que la chaîne logistique, qui est très présente, très efficace également sur la Rive-Sud, est un peu ralentie dans son élan par l'état de la mobilité du territoire. Par la congestion qu'on connaît. On revient encore une fois à l'autoroute 30. On connaît la congestion sur l'autoroute 30. L'autoroute 30 est l'accès au parc industriel. Les différents parcs industriels qu'on a sur le territoire ont été conçus à une époque où les volumes n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour les entreprises qui génèrent beaucoup de trafic, de camionnage, là, pour le nommer de façon plus spécifique, il y a des enjeux d'accès aux lieux d'entreposage ou de shipping. Et évidemment, avec Cargo M, l'idée, c'était de voir un peu les enjeux d'intermodalité. Cargo M se
spécialise justement dans les capacités d'arrimage entre, par exemple, un colis qui arrive ou un conteneur qui arrive par bateau et qui va être transporté soit par train ou par camion ensuite. Donc, quels sont les impacts de ces différents choix en termes de mode de transport, que ce soit sur le coût pour l'usager ou en termes d'empreinte environnementale. Puis encore une fois, tu sais, on a beau se plaindre de l'achalandage et du fait qu'il y a beaucoup de camions sur les routes. Rappelons-nous que ces camions-là transportent des marchandises que nous, on consomme. Que l'on utilise et qu'on consomme, évidemment. Voilà. Et justement, encore une fois, dans ce contexte-là de l'autoroute 30 et même de la voie ferrée, oui, tout ce qui va partir un jour du fameux futur port de Contrecoeur va devoir transiter soit par l'autoroute 30 ou par la voie ferrée qui traverse des villes comme Varennes, Boucherville, par exemple. On sait qu'il y a des comités dans ces coins-là qui souhaiteraient éminemment que la voie ferrée soit déplacée, mais ça, c'est un autre enjeu. C'est ça. En même temps, de notre côté, ce qu'on s'assure de faire, c'est de rencontrer les entreprises, rencontrer également les différents élus aux 3 niveaux de gouvernement, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral. Ce qu'on souhaite, bon, c'est évidemment avoir nous-mêmes l'information lorsqu'elle est disponible ou faire des représentations pour s'assurer que ces projets-là, qui sont très structurants d'un point de vue économique, d'un point de vue affaires aussi, parce que la chaîne logistique qui est déjà très présente, va créer d'autres opportunités avec l'arrivée du terminal Contrecoeur. Donc, on veut garder ce positionnement-là qui est très favorable en ce moment pour le territoire. Puis je pense aussi au groupe Robert, qui est sur le territoire, qui est un joueur aussi important en termes de transport de marchandises. Il y a un gros centre de stockage du côté de Varennes aussi, à Boucherville également. On les croise souvent dans nos activités. C'est un joueur incontournable. D'ailleurs, on a une rencontre prochainement avec la PDG d'Investissement Québec et c'est Michel Robert, le président de groupe Robert, qui va compléter le panel. C'est un bon match. C'est un très, très bon match. Votre 3e atelier, c'était sur le transport collectif. Là, vous aviez des gens de Transdev, de Dana TM4, que je ne connais pas, de la RTM également. Ça aussi, c'est un autre dossier puis un autre enjeu sur la Rive-Sud qui interpelle beaucoup de monde, là. Voilà. Donc, transport collectif, transport de personnes. On avait 3 niveaux de représentation. Donc, la RTM, qui est l'autorité responsable régionale pour l'ensemble de la région métropolitaine. On avait évidemment un opérateur, donc Transdev, qui est un opérateur qui travaille, par exemple, pour le réseau de transport de Longueuil, qui a des contrats privés aussi. Le RTL. Et voilà. Et pour Exo, là, ils vont aussi offrir la desserte pour Exo un peu à l'extérieur de l'agglo. Et Dana TM4, qui est une entreprise installée à Boucherville, qui a décidé à un moment donné, parce que l'accès à son lieu de travail était difficile pour ses employés, de privatiser un service de navette. Donc, littéralement, ils offrent un service de navettage à leurs employés, du métro Longueuil, par exemple, jusqu'au lieu de travail, parce que le service existant n'est pas à niveau, de leur point de vue. Donc, ce qu'on voit, nous, comme opportunité, c'est que ces navettes-là, il y en a plusieurs sur le territoire. Plusieurs entreprises offrent leur propre service de déplacement pour les employés. Alors, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est du maillage pour essayer de regrouper ces ressources qui sont isolées en ce moment et peut-être voir justement avec le transporteur public, est-ce qu'il y a des alliances à faire pour, un peu dans l'esprit de ce que le MET a fait avec le MET-Bus, donc le MET qui finance un service de navette jusqu'au métro. Est-ce que c'est dans cet atelier-là, donc il a été question aussi d'un autre projet sur Tachereau? Parce qu'on sait qu'on est rendu à peu près au 12e projet sur Tachereau, en Brassard et Longueuil, puis j'ai lu en quelque part qu'il y a quelqu'un qui avait suggéré un train. Oui, bien un tramway, en fait. Puis c'est sûr que quand on parle de transport de personnes, on a aussi abordé dans le panel sur les projets structurants, parce que c'est sûr que le projet actuel de SRB qui est proposé, on a l'impression que c'est un peu un prix de consolation. C'est ce qu'on a accepté de mettre de l'avant, faute de mieux. Mais en termes d'impact économique, on n'aura jamais autour d'un SRB l'impact qu'on voit, par exemple, en ce moment autour du REM, avec une valorisation du pied carré, avec une attraction. On n'en est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là, puis 2, on est nulle part pour l'instant, là, parce que des projets sur Tachereau, en Brassard de Longueuil, je me répète, ça doit être le 12e là, que je vois passer depuis 30 ans. Alors, ça, c'est le 13e. L'avantage, c'est qu'on a un joueur sur le territoire. C'est une des raisons pour lesquelles on avait invité Alstom. Donc, eux, ils font ça dans la vie. Ils connaissent la réalité du territoire. Donc, ils étaient en mesure de parler d'un potentiel projet de façon très, très éclairée. Oui. Puis votre 4e atelier, c'était sur le transport, l'innovation, la transition énergétique.
Ça aussi, ça interpelle beaucoup de monde parce que, oui, il y a des transitions énergétiques qui se font actuellement. Il y a une transition énergétique. Alors, il y a beaucoup de joueurs impliqués. Je sais que vous aviez des gens de HEC Montréal, de Propulsion Québec et des nouvelles technologies, évidemment. Voilà. Donc, Propulsion Québec, qui est la grappe de l'électrification des transports au Québec. Puis le professeur de HEC qui était avec nous, c'est un prof émérite, quelqu'un qui s'intéresse à la fois au transport de façon générale, à la logistique et à à la façon dont l'industrie est en train de se transformer. Donc, c'était un panel qui faisait un état de situation actuel, mais qui voyait aussi en avant. Vous savez qu'on est dans une période un peu étrange où on avait commencé à électrifier des flottes. Comme par exemple au RTL. Entre autres. Et certains, Transdev a des flottes de véhicules électriques, Nationex a des flottes de véhicules électriques. Et là, tout à coup, à cause d'un changement de paradigme au sud de la frontière, il y a un ralentissement. On l'a vu avec Lyon électrique, par exemple, les autobus. Entre autres. Donc, ralentissement de cette grappe-là, mais tout le monde s'entend pour dire que c'est là où on s'en va. Cette transition devra se faire. Inévitablement. Et il faut être bien positionné pour y contribuer. Jean-François Lévesque, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais en arriver justement à une espèce de conclusion. Toutes ces discussions-là nous amènent à quoi? À prioriser des projets, mais la Chambre de commerce n'est pas un maître d'œuvre nécessairement. Vous essayez d'être un influenceur. Voilà. Donc, l'autoroute 30 est en haut de la liste comme priorité, ce que je comprends, sur la Rive-Sud. Oui, on fait beaucoup de représentations en ce moment. C'est sûr qu'on est à la veille d'une campagne électorale provinciale. Il y a des élus qui méritent d'être interpellés au moment où Voilà. Donc, on part du principe que la région est un acteur stratégique en termes de logistique de transport, donc de transport de marchandises. Il faut avoir les moyens de nos ambitions pour pouvoir appuyer cet écosystème de façon efficace. Et en ce moment, on ne l'a pas. Donc, le segment entre l'autoroute 10 et l'autoroute 20, c'est largement problématique. Les entreprises ont chiffré les pertes financières. Bien, chacune a son évaluation, mais quand on compile tout ça... Tout le monde considère qu'il y a des pertes en raison de la congestion sur l'autoroute 30. Exact. Notre nouveau vice-premier ministre nous l'a promis ici à plusieurs reprises que l'autoroute 30, c'était effectivement la priorité de son gouvernement pour la Grande Rive-Sud, le jour où les travaux du tunnel La Fontaine vont être terminés. En principe, c'est à l'automne, fin de l'automne 2026. C'est ce qu'on a noté également. Et on va se plaire à le rappeler. Évidemment, en ce moment, on parle aux différents partis qui se préparent justement à monter leurs programmes électoraux. Et ce qu'on souhaite, c'est que la Rive-Sud, que les enjeux de transport sur la Rive-Sud restent en haut des priorités. Et l'autre message qui est à retenir, c'est que dans une complexité de parties prenantes qu'on connaît là, en termes de transport collectif, entre autres, les entreprises ont envie de contribuer. Elles contribuent déjà. Ce sont des acteurs responsables, des citoyens corporatifs qui sont engagés. Encore faut-il leur permettre de le faire de façon efficace. Et on a l'impression que la réglementation en place n'est pas nécessairement facilitante à cet égard-là. Donc, on est là pour faciliter, justement. Suite dans quelques semaines, sinon mois, parce qu'il y a une campagne électorale qui s'en vient, effectivement. Jean-François Lévesque, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. C'est gentil. Voilà pour la Chambre de commerce et d'industrie. On verra où ça mène. On verra aussi durant la campagne électorale qui s'amorce bientôt au Québec, jusqu'où ça va cheminer. Cela dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, parce qu'on a une autre émission, vous en doutez bien. Au menu, après le bilan du service d'incendie, bien, ce sera au tour du service de police de l'agglomération de Longueuil de nous présenter son bilan 2025. Également, on aura la représentante du projet « J'écris ma vie » en Montérégie, qui va venir nous expliquer de quoi il s'agit. Aussi au menu, Alain Terrien, qui va être candidat dans la circonscription de Sanguinet contre la première ministre du Québec, contre son adversaire qui va lui faire sûrement la lutte. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.